Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rejour parce que c'est une journée un peu spéciale, journée sans match pour la première fois depuis 10 jours, à la fois c'est l'opportunité de prendre un peu de repos et ça je vais pas vous cacher que c'est très apprécié, enfin une ou deux nuits normales en perspective, ça c'est cool mais en même temps là l'après-midi est super lente, passe lentement, donc je me suis dit que pour épicer un peu ça, on pouvait se faire cette vidéo preview, évoquer les huitièmes de finale qui arrivent dans quelques heures à peine, en tout cas le début de ces huitièmes de finale. Alors initialement je pensais les séparer en deux vidéos, faire les 7 premiers huitièmes de finale et celui de la France dans deux vidéos distinctes, mais finalement je me suis dit que pour quelqu'un qui cliquait sur une vidéo, ma preview des huitièmes de finale et n'y trouvait pas le match de l'équipe de France, il y avait de quoi se sentir un peu floué, donc on a tout regroupé dans une vidéo. Et on est parti avec le premier de ces huitièmes de finale qui est dès demain, samedi 18h, c'est Pays de Galles-Danemark. Alors c'est une rencontre qui m'intéresse beaucoup. Déjà c'est un match inédit dans un tournoi majeur, première fois que le Danemark et le Pays de Galles se rencontrent dans un tournoi international majeur, et là a fortiori sur un tour à élimination directe, c'est assez excitant. Et en plus de ce qu'on a vu pour l'instant, le Danemark est une belle formation, belle équipe, à la fois capable d'un haut niveau de performance, et ça il l'a montré franchement sur ses 3 matchs de groupe, malgré 2 défaites initiales. Honnêtement le niveau de performance était fort, le volume offensif était plus que respectable, même contre la Finlande qui perd 1-0, 24 tirs à 1, 2 XG, il y en avait 2,3 contre la Belgique et ensuite 2,1 contre la Russie. On avait parlé de leurs soucis de réalisme, beaucoup de production et un petit manque à la finition. Ils avaient été aussi assez mal payés dans leur propre surface, manque d'efficacité dans les deux surfaces, mais comme ce qu'on a vu contre la Russie, quand la chose s'équilibre un peu, quand la donne s'équilibre un peu et qu'il y a un retour à la normale, ils sont justement récompensés, de mon point de vue. Donc très belle formation, capable de beaucoup de choses, du pressing à la perte, assez varié tactiquement, et beaucoup d'armes à disposition, plus que le Pays de Galles de mon point de vue. Alors le Pays de Galles qui en a aussi, je pense notamment à l'arme numéro 1, Kiefer Moore, qu'on avait vu contre la Suisse, sur la dernière demi-heure contre la Suisse, qui peut être un bon point d'appui, notamment pour évoluer en transition, notamment pour avoir un point de fixation devant, et contrer un peu vite dans le dos d'un Danemark qui sera assez haut sur le terrain. Je pense qu'on l'a vu aussi avec les percées de Dan James, qui je pense tente 3 dribbles, en réussit 3, il me semble que c'était contre la Turquie. Gareth Bale théoriquement est capable d'occuper ce rôle, à voir s'il aura le gaz, l'énergie, parce que ça lui a manqué, en tout cas sur 90 minutes, je le vois pas totalement capable de répéter ses courses à haute intensité. Bon, match d'Aaron Ramsey aussi contre la Turquie, donc il y a eu du plus, du moins, le gros moins c'était peut-être contre l'Italie, et ça me fait dire que contre une formation un petit peu plus sûre de ses forces, un petit peu plus entreprenante collectivement, le Pays de Galles peut avoir du mal. Pour moi le Danemark est d'assez loin le favori sur ce rapport de force, alors à voir s'ils concrétiseront leurs occasions et leur domination, mais je verrais le Danemark à 65-35 si je devais me risquer à des pourcentages, et du coup je vais partir sur la qualif du Danemark. Alors la deuxième rencontre, quelques heures plus tard, c'est aussi une rencontre qui m'intéresse beaucoup. On est peut-être sur des matchs un peu moins grand public, ces 2 premiers huitièmes de finale, un peu moins grand public que Belgique, Portugal, Angleterre, Allemagne, mais franchement je les raterai pour rien au monde. Je pense qu'il va y avoir des choses super intéressantes, et encore plus sur cette Italie-Autriche où on a 2 formations collectivement très abouties, parmi les plus abouties du tournoi, capables de faire beaucoup de choses. En plus il y a le côté un peu historique, c'est le premier match à élimination directe de son histoire pour l'Autriche, et l'Italie qui revient sur un tournoi international majeur depuis un petit moment, à l'occasion de poursuivre son parcours, de faire grandir encore un peu le niveau d'attente qui l'entoure, et qui l'entoure progressivement à chaque match davantage. Alors de ce qu'on a vu sur cet Euro pour l'instant, l'Italie c'est une superbe équipe, aussi séduisante qu'on l'imaginait en pré-tournoi, mais peut-être encore plus solide derrière. Il reste maintenant sur 10 clean sheets consécutifs. Et de l'autre côté, l'Autriche aussi joue très bien, presse très fort, est capable de belles séquences en transition offensive. Finalement ils sont un peu l'incarnation de la Bundesliga sur cet Euro, alors à la fois via leurs principes de jeu, mais aussi les joueurs qui sont à la base de ces principes, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Stefan Lainer aussi, puis même Florian Grillitsch. Un beau cocktail finalement, intensité et qualité technique, qui est assez typique de la Bundesliga je trouve. Maintenant on a beaucoup vu leurs qualités, les qualités de l'Autriche, on les a beaucoup vues contre l'Ukraine et la Macédoine, beaucoup moins contre les Pays-Bas, et ça me fait dire que quand le niveau en face s'élève substantiellement, quand il y a un petit peu plus de qualité collective en face, c'est peut-être un peu trop léger, et si ça souffre contre les Pays-Bas, c'est possible que l'Autriche souffre encore plus contre l'Italie. Donc je suis pas parti sur une surprise ici non plus, et je pars sur la qualif de l'Italie. Et alors justement, en parlant des Pays-Bas, c'est la sélection qu'on retrouve le lendemain, sur le match de dimanche 18h, c'est à Budapest, on n'a pas parlé aussi des lieux, mais Pays de Galles-Danemark, on l'a peut-être évoqué, c'est 18h à Amsterdam, et Italie-Autriche, c'est 21h à Wembley, donc ça va être cool. Mais le prochain match, donc Pays-Bas-République tchèque, à 18h à Budapest, et ça c'est une rencontre
contre, quand je pense à Pays-Bas-République tchèque, c'est un de mes premiers souvenirs de foot, ça me rappelle le match de groupe de l'Euro 2004 que j'avais vu, victoire 3-2 de la République tchèque, qui est menée 2-0, qui réussit un renversement de situation assez extraordinaire. On l'avait évoqué, je crois, dans les 2 épisodes de retour, peut-être seulement sur l'épisode de la République tchèque, ça me semble plus logique, mais effectivement on avait parlé de cette superbe génération, Pavel Nedved, Karel Poborský, Milan Barros, Jan Koller, Smisser, Jan Kulowski, entre autres, plein de très beaux joueurs, et une superbe équipe de la République tchèque, mais il n'y a pas que l'histoire sur cet affrontement, ça promet aussi un très bon match de foot en 2021, Pays-Bas-République tchèque, c'est assez sympa aussi, avec des Pays-Bas qui font plein de choses sur le terrain, du contre-pressing assez marqué, des attaques rapides aussi, encore plus avec Malen qu'avec Weghorst. Peut-être que Weghorst va revenir, va remplacer Malen, en tout cas c'était Malen sur le dernier match contre la Macédoine. Ça peut être une option pour attaquer encore plus rapidement l'espace en profondeur, on avait vu du jeu avec Memphis, plutôt intéressant. Donc ça c'est une chose, c'est une deuxième chose même, la troisième c'est les remontées, les percussions de Frenkie de Jong, plein axe, balle au pied, capable de dribbler son vis-à-vis, de porter le ballon avec beaucoup d'élégance encore. Très bon tournoi de Frenkie de Jong pour l'instant, Wijnaldum aussi. L'exploitation de la largeur, c'est aussi une chose qu'on peut mettre au crédit des Pays-Bas, avec les montées de Dumfries, qui a plutôt impressionné sur ce début de tournoi. Malgré quelques soucis à la finition sur le premier match contre l'Ukraine, il se rattrape bien avec le but victorieux et a beaucoup apporté sur son couloir. Mais on a aussi des Pays-Bas qui, même s'ils font toutes ces choses, des Pays-Bas qui ont pas mal de faiblesses. La couverture des transitions défensives, ça a toujours été le cas, ça l'est encore aujourd'hui. Quelques lacunes à la finition aussi, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, et ça peut être une tare, ça peut être un défaut. Et donc au vu de ces éléments, je dirais que la République tchèque a un vrai coup à jouer, surtout vu ce qu'elle a montré dans ses 2 premiers matchs en particulier, qui étaient super intéressants, contre l'Écosse, peut-être encore plus intéressante même contre la Croatie, même si elle remporte pas ce match. Donc voilà, une belle rencontre, un beau 8ème de finale entre les Pays-Bas et la République tchèque, avec un gros potentiel spectacle, je dirais. Je pars quand même sur la qualif des Pays-Bas, qui sont logiquement les favoris, qui ont sans doute les moyens de se créer plus d'occasions, plus de volume, mais ils vont devoir bien les finir, et je vous conseille vraiment la rencontre, je pense que ça peut être un très très beau match de foot, avec des lacunes des 2 côtés, des faiblesses des 2 côtés, notamment défensives, mais assez ouvert, et sympa à suivre. Donc voilà, Pays-Bas, République tchèque, c'est le numéro 3, et ensuite quelques heures après, on a Belgique-Portugal, peut-être le premier gros choc de ces 8ème, c'est à Séville, donc dimanche 21h, et à nouveau, c'est un match inédit dans un tournoi international majeur, première fois que la Belgique et le Portugal se rencontrent à l'Euro, ils sont pas non plus rencontrés en Coupe du Monde, et en plus c'est en 8ème de finale, donc pour notre plus grand plaisir. Une partie que j'imagine assez spectaculaire déjà pour la densité de talent individuel sur les postes offensifs, des 2 côtés. On a aussi des gars qui reviennent au meilleur moment, je pense du côté de la Belgique, à Kevin De Bruyne, à Axel Witsel, ou des gars qui intègrent le 11 et qui viennent d'intégrer le 11 et qui vont beaucoup apporter, que j'imagine reconduit sur cette rencontre et qui apporterait beaucoup, là surtout à Renato Sanchez, peut-être Joao Palhinha vu la blessure de Danilo Pereira, pas sûr, mais en tout cas s'il montre ce qu'il a montré contre la France, ça peut être intéressant. Donc un match spectaculaire pour ces raisons, mais aussi spectaculaire pour les faiblesses qu'on a vues derrière, de la Belgique contre le Danemark, ça a plutôt sauté aux yeux, plein axe, du Portugal contre l'Allemagne, c'était aussi très visible, et là plus sur les côtés. Donc voilà, de l'attention intrinsèque à un choc de Cador, et peut-être un round d'observation sur le début, qui peut conduire à un début de partie un petit peu ensommeillé, mais je l'imagine se déliter assez vite, parce qu'il y aura beaucoup d'espace, parce qu'il peut être garni d'éclairs individuels, peut-être plus, c'est vrai, que de top séquences collectives, mais les éclairs individuels de la Belgique, d'un Kevin De Bruyne, ou du Portugal peuvent suffire. Donc je dirais quand même assez rythmé et ouvert, et du coup à ce jeu, dans un match très ouvert, à fort volume, je me dis que la Belgique a peut-être un petit peu plus de mordant que le Portugal. Je partirais plutôt sur la Belgique, mais c'est du 50-50, tout peut arriver. Le Portugal a peut-être un petit peu plus de force de caractère aussi, de confiance en soi, de certitude de ce point de vue-là, c'est le tenant du titre, et il connaît l'odeur de ces gros chocs, de ces gros rendez-vous, peut-être plus que la Belgique. Ça va être super serré, je partirais plutôt sur la Belgique, mais dites-moi ce que vous voyez pour cette rencontre. On est à mi-parcours, le lendemain donc on aura Croatie-Espagne, c'est lundi 18h à Copenhague, au Parken, peut-être mon stade préféré sur ce début de compétition pour l'instant. Il y en a pas mal qui m'ont plutôt bien plu, mais bien aimé le Parken, et on aura donc Croatie-Espagne. Alors l'Espagne a mieux fini la phase de groupe que la manière dont elle l'avait démarré, elle l'a mieux fini contre la Slovaquie. Il y a eu encore énormément de gâchis quand même dans le premier tiers de la rencontre, mais ensuite ça s'est bien équilibré, ensuite ils ont mieux fini leurs occasions, ont été plus réalistes, ce qui est en gros ce qui leur manquait sur la production, c'est pas vraiment ce qui manquait contre la Suède par exemple, où ils terminent à 2,5 XG, se crée un énorme volume de situations, 17 tirs à 4, quelque chose comme ça. Entre la Suède et la Pologne, si on combine les 2 matchs où ils marquent qu'un seul but, où ils
cumule 5 XG, il y a un total de 19 occasions, donc ça montre que le souci, il était surtout à la finition, et quand cette donne est réparée, après on peut avoir un souci esthétique avec ce type de foot, on peut ne pas aimer le football à 80-85% de possession, mais sur la domination qu'ils ont eu de ces rencontres, il n'y a pas grand chose à dire. C'est allé beaucoup mieux contre la Slovaquie aussi avec le retour de Busquets, par rapport à Rodri, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, on peut aussi opposer le fait que Suède, Pologne, Slovaquie, le point d'interrogation qui reste est évident, il est toujours là, c'est qu'on ne sait pas ce que ça vaut contre une équipe qui a plus de qualité, et de ce qu'on a commencé à observer sur les percées d'Ishak, Suède-Espagne, les percées d'Ishak dans le dos de l'Espagne, on se dit que c'est une équipe qui risque de souffrir contre une formation qui lui opposerait beaucoup de vitesse en transition offensive, qui pourrait attaquer dans son dos. Je pense que par exemple, si l'Espagne rencontre la France, elle rencontrera sa kryptonite absolue, elle pourrait avoir 80% de possession, mais seulement 20% des occasions majeures de la partie. Donc, est-ce que la Croatie sera en capacité de lui opposer ce rapport de force? J'ai vu le gardien de la Croatie, Livakovic, qui a dit « Il faut qu'on garde la possession et qu'on les prive du ballon. Ils aiment pas être dans cette configuration. » Alors pourquoi pas, mais intuitivement, je pense que c'est pas nécessairement la meilleure approche. Je pense que c'est une équipe qui est assez presse résistante, qui va résister assez bien à la pression. C'est difficile de battre l'Espagne sur le rapport de force de la possession, d'avoir plus le ballon qu'eux, de les faire souffrir parce que tu conserves plus le ballon. Voilà, j'ai du mal à imaginer ça, surtout que même le contre-pressing espagnol de ce qu'on a vu sur les premières rencontres était plutôt bien rodé, bien séduisant, c'était une des choses qui fonctionnait le mieux de leur côté. Donc si j'étais la Croatie, je chercherais plutôt à les battre sur la transition, sur la capacité à aller vite dans leur dos, mais je sais pas s'ils ont vraiment les profils pour, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'ils sont capables de mettre en place, et de ce que j'ai vu pour l'instant de la Croatie, je suis pas super impressionné non plus. Donc même si l'Espagne, je vois pas l'Espagne aller très très loin nécessairement sur ce tournoi, et encore que, à voir, mais sur ce match, je vois l'Espagne, je la vois dominer assez nettement le rapport de force tactique, et je pars sur la qualif de l'Espagne, c'est à 1,24 il me semble. Donc voilà pour ce 5e match. Ensuite, Angleterre-Allemagne. Alors ça, c'est le lendemain, mardi 18h, à Wembley. Donc l'Angleterre qui se retrouve à nouveau à Wembley, 4e match pour elle, consécutif à Wembley. C'est pas un match inédit, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un vrai classique du foot international. Depuis la finale de Coupe du Monde 66, remportée par les Anglais, c'était contre l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, mais depuis cette finale, je compte 6 affrontements entre les deux, entre Euro et Coupe du Monde, 6 matchs qui opposaient les deux formations, et l'Allemagne est un peu la bête noire de l'Angleterre. L'Angleterre n'a battu sur les 6 qu'une seule fois l'Allemagne, c'était en phase de groupe de l'Euro 2000, une époque où les deux formations étaient un petit peu dans le creux de la vague. Voilà, c'est un gros classique, en plus comme on l'a dit, qui se jouera à Wembley. Je pense que c'est le 8e que j'attends le plus, parce que quoi qu'il arrive, niveau scénario, ça va être fou. On peut imaginer un scénario où l'Angleterre sort dès les 8e, se fait battre par l'Allemagne, sort dès les 8e à la maison, avec son réservoir énorme de talent. On est sans doute très proche de la fin de l'ère Southgate, si ça se produit. Ça remettrait nettement en perspective la fameuse belle performance de la Coupe du Monde 2018. Ce serait une énorme déception pour les Anglais de sortir aussitôt. Donc ça, ce serait un gros point, un narratif, scénario très très fort. Mais si l'Angleterre passe, c'est encore plus fort en faisant tomber l'Allemagne, qui est sa bête noire, qui est l'équipe qui avait mis fin au beau parcours de l'Angleterre à l'Euro 96 aussi, un Euro auquel les Anglais font souvent référence pour exprimer un de leurs derniers beaux parcours dans une compétition internationale. En plus à domicile, le fameux Football's Coming Home. Ils avaient échoué contre l'Allemagne en demi-finale sur un penalty raté de Southgate en plus. Ce serait aussi l'occasion pour eux d'attaquer une partie de tableau, s'ils se qualifient, d'attaquer une partie de tableau qui semble un peu plus abordable. Si l'Angleterre passe en quart, ce serait le vainqueur d'Ukraine-Suède, et en demi, soit les Pays-Bas, soit le Pays de Galles, soit le Danemark, soit la République tchèque. Forcément, quand on dit ça, on pense que l'Angleterre peut être à la veille d'un très beau parcours, et je sais que l'idée germe de leur côté également. Donc voilà, dur à dire, parce que les matchs que j'ai ratés, les rares matchs que j'ai ratés de l'Euro, pour cause de synchronisation des rencontres, et on peut pas tout voir en même temps, c'est le dernier de l'Angleterre et le dernier de l'Allemagne. Donc je suis un peu dans le noir sur cette partie, et ça me va en réalité. Ça me va de pas avoir tous les éléments, parce que j'ai envie d'être un peu surpris par cette rencontre. J'aimerais beaucoup voir l'Angleterre faire quelque chose, battre un gros dans un tournoi à élimination directe, ça leur est pas arrivé depuis une éternité en réalité. De ce qu'on a vu pour l'instant, cette équipe d'Angleterre est pas très séduisante, c'est vrai. On peut penser qu'ils peuvent montrer un visage différent contre une équipe un peu moins regroupée dans son dernier tiers. Leur jeu de position est vraiment médiocre, mais dans les grands espaces, pourquoi pas. Ils ont les profils pour aller exploiter cette profondeur, et je pense pas qu'à leur profil supersonique, ultra rapide, même un Harry Kane dans le jeu de transition, on l'a vu la saison passée à Tottenham, sur ses longs renversements de jeu, ses longues ouvertures, sa capacité à décrocher pour faciliter ses transitions. Ouais, ils ont les profils pour peut-être
peut-être faire mal à une Allemagne qui serait plus haute sur le terrain, un peu comme le rapport de force qu'on a vu contre la France. Alors, si je devais choisir, je dis tout ça, mais si je devais choisir, je partirais quand même sur l'Allemagne. Je pense que les Anglais peuvent avoir un petit peu trop de pression chez eux, et c'est une donne qui généralement les met dans une position psychologique un peu compliquée. Peut-être un peu moins de qualité aussi que ce que les Allemands ont montré contre les Portugais. Ils ont été vraiment impressionnants, mais personnellement, en tant que supporter, ou en tout cas juste sur mon petit parti pris subjectif, je pense que je serais pour l'Angleterre. J'aimerais bien les voir aller en quart. J'aime bien les Anglais, c'est pas très français de le dire, mais j'aime bien les Anglais, même si je vois un petit peu plus l'Allemagne sur ce match. Donc ça, ce sera à 18h, mardi 18h, à Wembley, comme on l'a dit. Et ensuite, quelques heures plus tard, on aura peut-être le 8e de finale, le moins attendu, quelques kilomètres plus loin, du côté de Glasgow, mardi 21h, Suède-Ukraine. Initialement, je me disais que c'était un 8e un peu décevant. Quand on a vu la Suède pour l'instant, ça vend pas beaucoup de rêves, à part une fin de match un petit peu folle contre la Pologne. On est sur une équipe qui a plutôt tendance à fermer les rencontres, et la perspective de les voir aller encore plus loin dans le tournoi, c'est pas forcément la plus réjouissante quand on aime le jeu. Et en face d'elle, l'Ukraine m'a un petit peu déçu sur sa production récente. J'en avais fait il y a quelques jours ma potentielle surprise de l'Euro, et peut-être qu'en allant en quart de finale, il pourrait encore être cette surprise, mais je l'ai trouvé très pauvre contre l'Autriche il y a quelques jours. Maintenant, je vais pas être trop négatif non plus. D'un côté, on va dire la perspective de retrouver Alexander Isak, jouer encore quelques minutes sur ce tournoi, de mieux en mieux entouré aussi avec le retour de Kulusevski, le retour récent de Dejan Kulusevski, ça c'est un bon point. Et de l'autre, du côté de l'Ukraine, il y a cette nouvelle chance donnée aux hommes de Shevchenko, qui sont passés tout proche de la sortie, qui ont montré des trucs sympas en tout début de tournoi quand même, notamment contre la Macédoine et puis avant ça contre les Pays-Bas. Donc je suis quand même content qu'elle soit là. Je pense que défensivement, il y a une petite naïveté chez Zabarny, chez Mikolenko, on en avait parlé, et plus que chez les Suédois. Donc quitte à choisir, je partirais plutôt sur la qualif de la Suède, mais il n'y a pas non plus un énorme écart contre les deux, et juste ça, c'est une raison suffisante pour regarder ce 8e. Et donc enfin, on termine avec la rencontre qui est pour un certain nombre d'entre nous celle qui nous intéresse le plus. Je dis ça aussi avec une grosse pensée pour mes amis suisses, pas que du côté de l'équipe de France, pour mes amis suisses qui, selon mes calculs un petit peu savants, compteraient pour 10 000 des abonnés sur la chaîne. Donc une grosse pensée pour vous et des amis suisses qu'on retrouve en tant que Français pour la 5e fois sur une compétition internationale majeure et les 5 fois au 21e siècle. Donc des France-Suisses, on a l'habitude d'en voir, bien sûr, à l'Euro 2004, Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2014, Euro 2016 plus récemment, mais à chaque fois c'était en phase de groupe, donc c'est la première fois qu'on se joue sur un tour à élimination directe, logique. C'est aussi un match qui a une saveur particulière pour les Suisses parce qu'ils n'ont jamais atteint les quarts de finale de l'Euro, donc s'ils le faisaient ici, ce serait un événement majeur. Ils n'ont même jamais atteint les quarts de finale d'une compétition internationale majeure depuis 1954, depuis la Coupe du Monde 54, donc ça remonte. S'ils battaient la France là, bon déjà c'est le France-Suisse le plus important de l'histoire pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais ça a aussi vocation, ça a aussi le potentiel pour être le plus beau moment de l'histoire footballistique de la Suisse, en tout cas depuis très très longtemps. Donc ça c'est à considérer. Niveau terrain maintenant, je dirais que la Suisse a des armes, on l'a vu sur le premier match contre le Pays de Galles, encore plus au retour des vestiaires, on a vu que l'impact physique d'Embolo avait fait beaucoup de mal, avait amené beaucoup de dangers, des courses tranchantes plein axe, avec un gros bagage athlétique qui avait mis les Gallois en grande difficulté. Ils ont aussi la solution des frappes depuis l'extérieur de la surface dans ce registre, je pense notamment à Shaqiri, mais aussi à Aris Seferovic, les deux buteurs depuis des positions reculées contre la Turquie. Alors théoriquement, ça doit quand même passer pour l'équipe de France, qui n'est pas impressionnante de maîtrise, ça c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui n'a pas besoin de l'être pour se créer des très grosses occasions, qui les finit bien aussi, qui a plutôt un haut niveau de conversion, de réalisme. Alors dans l'entrejeu, les très hauts niveaux d'activité de Kanté et de Pogba en plus devraient prendre le dessus sur le volume de Xhaka et Freuler. Donc je les vois dominer dans cette zone, et pour moi c'est juste un petit peu trop de qualité générale pour la Suisse, donc je pars quand même sur la victoire et la qualification de l'équipe de France. Et voilà en gros pour cette preview. Alors c'est sûr que les 8 intuitions passeront pas, même assez loin, je me demande combien on en réussira, si on en réussit peut-être 6 sur 8, c'est déjà pas mal. Quand on regarde le combiné total, il s'élève à plus de 15, ce qui montre à quel point c'est très très improbable. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, qui est-ce que vous voyez passer, vos pronos, peut-être aussi, quelque chose qui peut être intéressant, c'est le 8e de finale qui vous intéresse le plus en dehors, on va dire, du match de la France, de Belgique-Portugal et d'Angleterre-Allemagne.
le 8e un petit peu plus hipster qui vous plaît, lequel est-ce que vous mettriez en avant et pourquoi. Et enfin, si ces intuitions vous intéressent, si vous voulez miser sur ces 8e de finale et toujours de manière responsable, en sachant que c'est réservé aux majeurs, comme vous le savez, si vous avez prévu pour ce faire de vous inscrire sur BetClick, qui est mon partenaire, n'hésitez pas à le faire avec le code promo WILOU, ça m'offre une belle commission à chaque utilisation, ça débloque le bonus de bienvenue qui peut monter jusqu'à 200 €, le premier pari remboursé à hauteur de 200 €, je vous mets toutes les conditions en commentaire, en description. À nouveau, soyez responsable dans votre pratique des paris sportifs. Je pense qu'on va avoir pas mal de surprises sur ces 8e, il n'y a rien d'écrit dans le sport, ok, on n'apprend rien en disant ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, très bonne manière de m'aider. Si vous voulez pas rater les analyses de ces 8e de finale, vous pouvez vous abonner à la chaîne. L'autre jour, je disais que pour les personnes qui n'étaient pas encore abonnées, qui regardaient régulièrement les vidéos, n'hésitez pas à le faire. Je pense que si vous êtes un certain nombre à le faire, le compteur explose, et ça s'est un petit peu confirmé la dernière fois que j'ai dit ça. On a pris genre 1000-1500 abonnés quasiment d'un coup. Donc n'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas encore abonné. Et sur une vidéo qui fait 100 000 vues, ça représente quasiment 40 000 personnes, dans l'optique de continuer à grandir, c'est très apprécié. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une bonne journée de repos sans match, passez une très bonne soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.